Charly Mottet brillant sur la route du Tour de France. Deuxième victoire consécutive pour le Français qui remporte la 12e étape montagnarde entre Pau et Raqqa. Luc Leblanc prend le maillot jaune. Rémi Goudicelli. On attendait le duel entre Lemon et les Banesto, mais c'est le sourire de Luc Leblanc endossant le maillot jaune qui restera comme le point fort de cette première étape pyrénéenne. Une journée pleine de bonnes surprises en fait avec le forcing de tous les coureurs ce matin au départ de Pau pour obtenir la réintégration du Suisse Zimmermann et le port du casque facultatif. La course maintenant avec 6 hommes échappés à 45 km de l'arrivée avec plus de 4 minutes d'avance sur le peloton. Dans l'ascension du col du Somport, dernière difficulté de la journée, Charly Mottet emmène dans sa roue Amstein, Richard, Leblanc, Fondriest et Nevens. À l'arrière, Greg LeMond, encore protégé par Cornillet et Jérôme Simon, résiste comme il peut, mais l'écart est définitivement creusé. Devant, Luc Leblanc, qui relaye ici Charly Mottet, devient virtuel maillot jaune en portant l'avance du groupe des échappés à plus de 4 minutes 20. Tour à tour, Fondriest puis Amstein vont lâcher prise alors qu'on approche du sommet. Pour le peloton, c'est encore plus grave. Lemon, qui a perdu tous ses coéquipiers, accuse 6 minutes 20 de retard avant les 20 km de descente sur Raqqa, en Espagne. Et dans cet exercice, Charly Mottet n'a de leçons à recevoir de personne. Il emmène Pascal Richard et Luc Leblanc sur la ligne d'arrivée, où il s'impose en véritable pissard pour une deuxième victoire consécutive dans ce tour. Au général, Luc Leblanc, formidable révélation du jour, possède ce soir 2 minutes 35 sur Greg LeMond et 3 minutes 52 sur Charly Mottet. Conclusion de ce coureur étonnant qui croit en Dieu et aux hommes. Sans les spectateurs, sans le public, on ne saurait rien. Et je crois que de temps en temps, avant le départ et même aux arrivées, leur accorder quelques minutes de patience, de sourire, pour eux, je crois que c'est formidable. Le Tour de France, journée non-stop sur Antenne 2 FR3 demain pour la grande étape pyrénéenne Raqqa-Val-Luron. 5 cols au programme, FR3 sur la route du Tour dès 8h45. Aide-toi et l'Occident t'aidera, telle a été la réponse des 7 pays les plus riches hier à Londres face à la demande d'aide soviétique. Nouvelle journée chargée aujourd'hui pour Mikhail Gorbatchev qui va entrer dans le club des grands de la finance mais qui repartira de Londres sans argent. Le point avec notre envoyé spécial Memona Interman. 11h, Downing Street, le siège du gouvernement. Gorbatchev va se mettre au travail sous le parapluie britannique. John Major, le président du groupe des 7, entouré de ses experts, devra faire le suivi des discussions entamées hier jusqu'en juillet prochain. Pendant 4 heures aujourd'hui, Gorbatchev a fourni les détails de son plan accepté par les 7. L'Ouest promet son assistance technique pour aider l'URSS à s'intégrer à l'économie mondiale. Nous nous engageons résolument dans cette voie, a promis ce matin Gorbatchev au Premier ministre italien, l'un de ses plus fervents partisans. La glace a commencé à bouger, dit Gorbatchev, et le briseur de glace fait son chemin. George Bush est reparti satisfait ce matin. Il reverra le numéro 1 soviétique vers la fin du mois à Moscou. Ils signeront ensemble un traité réduisant de 30% les armements intercontinentaux. Bush s'est dit impressionné par Gorbatchev. Selon Helmut Kohl, les choses sont devenues irréversibles. Le chancelier allemand invite Gorbatchev au prochain sommet du G7 à Munich. Ce soir, l'héritier des tsars est reçu par la reine. Demain, il recevra Madame Thatcher. C'est la première à avoir dit avec Gorbatchev, on peut faire des affaires. Pour cela, Gorbatchev a pris des cours accélérés de capitalisme ici. Tout le reste dépend maintenant de lui et de son pays. Mais ne l'oublions pas, il lui manque l'essentiel, l'argent. Damas, première étape de la nouvelle tournée de James Baker au Proche-Orient, la 5e depuis la fin de la guerre du Golfe. Mais cette fois, l'une des principales parties dans le processus de paix a bougé. La Syrie a dit oui au plan américain. Cet après-midi, aucune indication sur les entretiens entre Hafez el-Assad et James Baker. Une tournée qui s'achèvera dimanche à Jérusalem, étape cruciale où le secrétaire d'État américain tentera d'assouplir la position israélienne. Le prince Sihanouk rentrera au Cambodge en novembre. Accord historique hier entre les 4 factions rivales. Accord notamment grâce au rapprochement des frères ennemis communistes, la Chine et le Vietnam. Marie-Odile Pagnès. Paix, élections libres, démocratie, tous les espoirs semblent pouvoir renaître au Cambodge. Jamais les 4 chefs des factions Khmer réunis à Pékin n'avaient été aussi loin vers la réconciliation. Pro-vietnamiens, Khmer rouges soutenus par la Chine et nationalistes ont élu ensemble le prince Norodom Sihanouk à la présidence du Conseil national suprême du Cambodge.
Installé à Phnom Penh, ce conseil assumera le pouvoir jusqu'à la tenue d'élections générales qui devraient mener le pays vers la démocratie après 21 ans de guerre larvée. Car depuis le coup d'État du général Lon Nol qui renverse Sihanouk en 70, le Cambodge n'aura jamais connu que massacres et déchirements. Apogée de l'horreur, le régime des Khmers rouges dirigé par Pol Pot qui fait plus d'1,5 million de victimes entre 75 et 79. Chassés par des dissidents pro-vietnamiens qui s'installent à Phnom Penh, les Khmers rouges poursuivent une guérilla sanglante qui s'intensifie encore après le départ des troupes vietnamiennes. Face à la menace d'un retour au pouvoir des Khmers rouges, les négociations s'accélèrent sous l'égide de l'Indonésie et de la France. Avancés fragiles vers la paix, il aura fallu le coup de pouce diplomatique de la Chine jusqu'alors principal allié de Khmers rouges pour obtenir un compromis. L'ancien ministre belge André Cols, 64 ans, abattu au cours d'une fusillade ce matin dans un parking de Liège. Son agresseur a pris la fuite. André Cols était aussi l'ancien président du Parti socialiste belge. Alois Brunner, il est l'un des principaux artisans de la déportation de Juifs en Europe. La France a acquis la certitude qu'il vit à Damas sous un nom d'emprunt. Paris qui demande à nouveau aujourd'hui la coopération de la Syrie pour qu'il soit traduit devant une cour d'assises. Albert Ripamonti. Dans une commission rogatoire, le juge Getty demande aux Syriens de vérifier si Alois Brunner et Georg Fischer ne font pas un seul et même individu. Brunner, ancien SS, condamné à mort par contumace, serait réfugié à Damas depuis 1954. En France, il fait l'objet d'une demande d'extradition depuis 1989. Nous espérons qu'à la rentrée, la pression sur la Syrie sera, disons, plus forte qu'auparavant et qu'elle viendra à la fois des États-Unis, de la France et de l'Allemagne par une démarche conjointe que j'ai demandé à M. Dumas et qu'un député socialiste, M. Texier, a demandé au gouvernement et que le gouvernement a dit que le prochain sommet franco-allemand l'envisagerait cette démarche commune. Bras droit d'Eichmann, Alois Brunner fut l'un des rouages essentiels de la solution finale. Il a envoyé à la mort 100 000 juifs d'Autriche, de Grèce, de Slovaquie et de France, où à partir de l'été 1943, il a dirigé le camp de Drancy, l'antichambre d'Auschwitz. Dernier virage avant la ligne droite dans la reprise du groupe textile VEV. Ce matin, les banques se sont enfin mises d'accord sur un plan de reprise. Reste à obtenir l'aval des pouvoirs publics. Explication Martine Thiebaud. L'enjeu, 3,5 milliards de francs. Après des heures de discussion, certaines banques ont jeté l'éponge et se sont retirées du plan de redressement de VEV. Un plan orchestré par le Crédit Lyonnais. Le redressement du groupe est confié à Pierre Barberise, qui s'est déjà illustré dans le redressement de Trigano. M. Barberise va contrôler le groupe VEV, mais comme les banques vont posséder 75% du capital en réalité, donc ils vont toucher 75% des dividendes dans le futur. Les banques vont devoir tout de même laver 1,8 milliard de créances pour faire redémarrer VEV. Par ailleurs, dès à présent, le plan prévoit des nouveaux licenciements dans le groupe. Que ce plan, il est comme les autres. Il y a aussi une demande au niveau des pouvoirs publics d'une suppression de 400 emplois, bien sûr, en comptant la SFL qui sortirait du groupe. Les banques, opérateurs financiers. Pierre Barberis, opérateur industriel. Le plan est bien structuré. Il devrait convaincre les pouvoirs publics. Reste qu'il est en compétition avec le plan d'inaction d'une part et celui du tandem Coste-Prévost d'autre part. Décision demain. Le tourisme français va bien. L'année 91 s'annonce aussi bonne que l'année 90. Le ministre du Tourisme table sur un excédent de recettes de 42 milliards. Les perdants dans l'affaire, les hôteliers haut de gamme. Reportage dans les palaces déserts de Paris, Denis Leroy. Les touristes sont bien là mais ne restent pas longtemps dans les hôtels. Il y a 5 ans, les étrangers passaient encore près d'une semaine dans le même hôtel. Aujourd'hui, il leur suffit de prendre pension 1 à 3 nuits pour partir à la découverte de Paris. 1991, période de ralentissement économique, n'arrange pas les affaires. Le touriste se fait plus rare. Les Américains et les Japonais sont moins présents. Les conséquences se font ressentir plus particulièrement sur l'hôtellerie 4 étoiles à Paris et sur la Côte d'Azur. Pourtant, dans certains grands hôtels, on garde l'optimisme. Juillet et août sont généralement des mois mornes à Paris en raison de la désertion des hommes d'affaires étrangers. Nous avons remplacé cette clientèle américaine et cette clientèle japonaise par justement une clientèle davantage française et davantage européenne. Les Français qui avaient réservé de longue date leur billet d'avion pour l'étranger ont fait volte-face. Autre chose qui est un petit peu nouveau, c'est que nous avons de plus en plus de clients qui partent en vacances à la dernière minute.
Donc nous avons des demandes de dernière minute et des demandes de long séjour. Les registres des hôtels 1 et 4 étoiles affichent presque complet actuellement. Ce sont surtout les hôtels 2 et 3 étoiles qui subissent les effets de la crise. En effet, les Allemands, grands amateurs de ces établissements, écourtent leur séjour. Même chose pour les jeunes Américains qui préfèrent l'auberge de jeunesse ou le camping à l'air conditionné des grands hôtels. Les touristes et les habitants de la région de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ont échappé au pire. 2 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation saisies hier à Perpignan, des stocks périmés depuis plusieurs mois. Albert Saladini. Taisez-vous, avariés, bande de connards! T'as qu'à voir les procès-verbaux de la justice! Journaliste de mes couilles, va! Cet homme, excité par la présence d'une équipe de télévision jusqu'à proférer des menaces et faire preuve de violence en jetant une pierre sur le véhicule de reportage, est Jean-Christophe Martinez, fils de la gérante d'une société de distribution en produits alimentaires qui vient d'être contrôlée par les services vétérinaires des Pyrénées-Orientales. 800 kilos de charcuterie portent des traces de moisissure et les dates de péremption sont largement dépassées. La famille Martinez est récidiviste. Après une société à Montpellier et Toulon qui ont eu des poursuites similaires, il crée Codifray à Perpignan et le 4 juillet 89, la justice découvre 2000 kilos de stock avariés. 2 ans après, c'est avec Algédis qu'ils ont un nouveau contact avec la justice. Les étiquettes de fraîcheur prouvent l'escroquerie. Certaines ont été trafiquées et d'autres ont été recouvertes par un adhésif comportant la raison sociale de l'entreprise. Restaurateurs, alimentation, boucherie, charcuterie des Pyrénées-Orientales et de l'Aude étaient les principaux clients d'Algédis. Grâce aux services vétérinaires et à la police, la santé des consommateurs a été préservée. Les 2 fils de harkis et leurs camarades, incarcérés à la suite d'incidents à Narbonne il y a 3 semaines, ont quitté cet après-midi la prison de Carcassonne. Leur libération était l'une des principales revendications de cette communauté. Dominique Dumas. Effectivement, Michel Adjamar, François Hamzaoui et Ammar Boussif ont donc été libérés cet après-midi de leur prison de Carcassonne. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier vient de décider aujourd'hui leur remise en liberté. Ammar Boussif reste sous contrôle judiciaire. Ils avaient été incarcérés après les incidents du 24 juin dernier à la Cité des Oliviers de Narbonne. Une remise en liberté refusée une première fois le 1er juillet par le juge d'instruction Roland Schmitt. Cette décision intervient donc juste au lendemain de la démission de Maurice Benassayag, délégué aux rapatriés, qui a ainsi confié le dossier harki à Laurent Catala, secrétaire d'État à la famille, qui a prévu, lui, plusieurs mesures en faveur de ces harkis. En attendant, les avocats des 3 jeunes libérés ont réagi comme Nicolas Benel, l'un d'entre eux. C'est une décision qu'on attendait. Et on a toujours pensé qu'il fallait que cette affaire sorte du contexte narbonnais. On a toujours pensé que la chambre d'accusation avait la sérénité nécessaire pour juger ce genre d'affaires. Et à Narbonne, le préfet vient tout juste d'annoncer la nomination d'un chargé de mission qui s'occupera du dossier harki au plan local. Trafic d'armes ou de drogue, grand banditisme ou règlement de compte, toutes les hypothèses sont évoquées 6 jours après la découverte des cadavres d'un couple anglo-néerlandais près d'Uzerche, en Corrèze. Une enquête qui prend une dimension internationale. Clément Belrénal. 8 jours après le double meurtre d'Uzerche, l'enquête semble se concentrer sur la personnalité des 2 victimes. Leslie Charlton, un citoyen britannique de 47 ans, et sa jeune épouse hollandaise Bernadette Kleinge. Personne ne s'explique comment et pourquoi les 2 cadavres ont été retrouvés, ligotés et bâillonnés dans un bois d'Uzerche, à plus de 40 km de leur domicile de Cressensac. Sur place, aucune trace de lutte, aucun indice de départ précipité qui puisse permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé. Les premiers voisins sont à 300 mètres, personne n'a rien vu ni entendu. À Cressensac, dans le village, Leslie Charlton passait pour un très jeune retraité jouissant de revenus importants mais inexpliqués. Une personnalité originale qui ne laissait pas indifférent, confient certains habitants, mais la majorité se réfugie dans un mutisme poli. Non, on ne les connaît pas, allez. Pourtant, le couple avait un ami, Jean Dumas, le maire de Gramma, une localité voisine. Lors de son arrivée dans la région il y a 3 ans, Charlton, qui s'était présenté comme le directeur d'une société américaine basée à Atlanta, avait proposé à Jean Dumas de racheter un camp militaire basé sur la commune pour y installer à grands frais un complexe sportif. Mais après enquête de la municipalité, la société d'Atlanta s'était révélée n'être qu'une boîte aux lettres. Les affaires qu'il avait à Atlanta étaient plus ou moins valables, tout au moins des associés qu'il avait. Ce qui nous avait beaucoup étonné, c'est qu'il ne voulait plus revenir aux États-Unis. Il se sentait menacé? Non, il ne voulait pas parler avec ni des Anglais, ni des Américains qu'il ne connaissait pas. Il ne voulait pas avoir de contact.
Hormis ses curieux associés d'Atlanta, qu'il recevait environ une fois par mois, Charlton craignait visiblement d'être retrouvé par d'autres compatriotes. Aujourd'hui, les enquêteurs s'intéressent de très près à cette société d'Atlanta qui aurait pu servir, dit-on, à des opérations frauduleuses. Certains parlent de blanchiment d'argent sale, mais l'enquête ne fait que commencer. En bref, à présent, les autres points forts de l'actualité en France. Commentaire signé Robert Papin. Menace d'expulsion demain matin pour les 47 familles des sans-abri qui occupent un terrain depuis samedi dernier dans le 13e arrondissement de Paris. Une expulsion à la demande de Jean Tibéry, le maire. Ce matin, à l'aube, un huissier et 150 CRS sont intervenus pour procéder à un contrôle d'identité. Le terrain est destiné à la construction de bureaux. Les occupants ont déclaré qu'ils iraient s'installer ailleurs en cas d'expulsion. Le permis moto coûtera plus cher, c'est la conséquence des mesures de rigueur annoncées par Georges Sarr, le secrétaire d'État au transport. Il faudra désormais au moins 20 heures de leçon avant de passer l'épreuve de conduite. Des mesures prises pour diminuer le nombre de motards tués sur les routes. 1 mort sur 10 est un conducteur de 2 roues. L'OGC Nice a déposé son bilan. Les dirigeants du club n'ont pas pu trouver les moyens de rééquilibrer les finances. Après la relégation en seconde division, les sponsors n'étaient plus légion. Il appartient désormais à la justice de prononcer un redressement ou une liquidation judiciaire du club. Dans ce dernier cas, l'OGC Nice disparaîtrait. L'ouverture de la chasse au gibier d'eau risque d'être sportive cette année encore. Retardée d'une semaine par rapport au calendrier originel, cette ouverture provoque la grogne des organisations de protection de la nature, et ce dans le cadre d'une polémique qui devient maintenant aussi traditionnelle que la chasse elle-même. Eric Nedjar et Joa Banerjee. Comme chaque année, à la même époque, l'ouverture de la chasse suscite bien des passions. Il y a ceux qui sont pour et qui s'insurgent contre une éventuelle réduction de la saison de chasse, l'une des plus longues d'Europe, et il y a ceux qui sont contre. Le ROC réclame une ouverture au 15 octobre, le GPOP réclame une ouverture au 1er octobre, Génération Écologie réclame une ouverture au 14 juillet. Pour la petite histoire, Génération Écologie, c'est le mouvement de M. de Brice Lalonde. L'ALPO réclame une ouverture au 30 septembre. C'est une cacophonie. En ce qui nous concerne, nous ne changeons pas. C'est toujours le 14 juillet. Tous les scientifiques admettent que la reproduction des oiseaux d'eau, colverts, foulques, poules d'eau et autres, ne s'achève pas avant septembre. Et qu'il serait normal, tant sur un plan réglementaire, juridique, que sur un plan éthique, eh bien, de ne chasser les oiseaux que lorsque 80-90% soient volants. D'un côté comme de l'autre, on se défend d'aimer la nature, les uns différemment des autres, bien sûr. Je suis pour les traditions quand elles concernent le folklore, les danses, etc., la cuisine même. Mais par contre, des traditions basées sur la souffrance ou la mort, je pense qu'on pourrait quand même évoluer un peu et les supprimer. Au-delà du plaisir, c'est une réelle passion. Il faut savoir que le chasseur de gibier d'eau, c'est vrai un taciturne, c'est vrai, c'est l'homme qui combat contre le froid, contre la fatigue, puisque la chasse se pratique la nuit. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance, nous, chasseurs de gibier d'eau, à parler en quelque sorte avec nos tripes, parce que c'est une véritable passion. Quoi qu'il en soit, samedi, les chasseurs commenceront à sortir fusil sur l'épaule. Les opposants de la chasse broieront du noir jusqu'à la fin du mois de février prochain. Cela dure depuis des années, cela risque de durer encore. Dans 2 jours, l'ouverture du championnat de France de football. Transfert très calme durant l'intersaison et émergence d'une nouvelle profession, celle d'agent intermédiaire. Ils vendent des joueurs au club et gagnent très bien leur vie. Alain Dorgans et Christos Camilleri ont suivi Frédéric Dobrage à Sochaux. Regardez. Après avoir gardé les cages de Tours, Thonon et Sochaux, Frédéric Dobrage, 36 ans, joue désormais les intermédiaires. Aujourd'hui, l'ancien portier n'a plus maille à partir avec les filets, mais avec l'envers du décor. Absolument pas. Ça peut être un bon coup. Le téléphone, le stylo sont devenus ses principaux atouts et la gestion des joueurs, son lot quotidien. Lorsque je suis repassé, enfin je suis passé de l'autre côté de la barrière, comme on dit, je me suis aperçu que, effectivement, l'utilité d'avoir un conseiller auprès de soi était, je dirais, primordiale, voire très importante, parce que dans les coulisses, il se passe peut-être plus de choses qu'à découvert. Au sein de cette profession fortement décriée, 5% seulement des 70 impresarios qui officient en France sont intègres. Certains n'hésitent pas à prendre des commissions et ainsi ponctionner les caisses des clubs. À une période où le football se croit au-dessus des lois, les agents intermédiaires se voient proposer des dessous de table par les dirigeants. Chez Frédéric Dobrage, c'est la relation personnelle avec le joueur qui prévaut. J'ai pris un impresario
pour que lui traite avec les dirigeants qui sont intéressés par moi-même, parce que je pense qu'un joueur ne peut pas se vendre lui-même, alors il a besoin d'un conseiller. Au départ, ce sont quand même les dirigeants qui ont mis en place ces gens-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une faune, hein, pour appeler les choses par leur nom, qu'il faudra réglementer tout ça. Une honorabilité qui sera revendiquée devant les instances dirigeantes. Frédéric Dobrage retrouve la génération de joueurs qui furent aussi ses coéquipiers. Car tout en étant un joueur plutôt anonyme, il s'est imprégné de ce milieu du football business, ce qui lui a conféré une approche humaniste du système. Ce n'est pas un numéro, ce n'est pas, je dirais, un vulgaire produit que l'on vend. Je crois que derrière le joueur, il y a l'homme, il y a la personnalité, il y a la famille aussi. Et je crois qu'au-delà de ça, il faut rester pudique, oui, effectivement, sur la présentation du joueur. Sur chaque contrat signé, Frédéric Dobrage prélève un pourcentage de 7%. L'ancien gardien de but de Sochaux s'évertue à assainir une profession baignée de suspicion et qui mérite d'être codifiée. Images de vacances, mais images qui peuvent se révéler parfois dramatiques. Les gorges de l'Ardèche sont chaque année descendues en canoë-kayak par 200 000 personnes. Or, tous ne sont pas des champions. Résultat, des accidents et une brigade de gendarmes spécialement entraînée pour limiter la casse. Reportage d'Alain Chabot et de Georges Minangois. Les gorges de l'Ardèche, un panorama à couper le souffle, des conditions climatiques idéales. Chaque jour pendant la saison, plus de 1000 canoës descendent ces 35 km de rivière avec des pointes de 4000 pendant les week-ends. Mais attention aux accidents. L'an dernier, 140 personnes ont été évacuées et hospitalisées. La plupart du temps, après une chute malheureuse dans les rapides qui parsèment le trajet. Regardez cette femme qui vient de basculer de son canoë. Elle est en difficulté, le courant l'entraîne, elle n'a rien pu faire. Votre tête n'a pas heurté les rochers? Non. Vous avez eu peur un petit peu? Ben oui. Oui, j'ai pris des coups sur les jambes, surtout quand les canoës passaient trop près. Pour limiter la casse, la gendarmerie a donc créé depuis plusieurs années une brigade spéciale chargée de la surveillance des vacanciers. Chaque jour, ces hommes effectuent la descente des gorges. Ce sont des moniteurs professionnels diplômés par la Fédération française de canoë-kayak. Leur mission, prévenir les accidents en informant les touristes sur les dangers de la navigation, mais aussi intervenir en cas d'urgence. Il est vrai que certains traumatismes peuvent être graves. Des traumatismes musculaires ou des traumatismes voire plus graves, même ça peut aller jusqu'à la fracture, ou alors au coincement avec un écrasement d'un muscle qui nécessite une évacuation parce que la personne ne peut plus effectuer la descente. En fait, bien souvent, les accidents sont dus à l'inconscience des touristes. La plupart du temps, ils n'ont jamais fait de canoë ou alors très peu. Comme cet homme qui s'apprête à effectuer la descente avec son fils, il n'a pas pratiqué depuis bien longtemps. J'ai fait il y a une vingtaine d'années à peu près. C'était en Seine-et-Marne. 20 ans sans pratique, autant dire que cet homme est un novice. Alors même si le paysage est renversant, mieux vaut ouvrir l'œil. Le Festival Off d'Avignon, toujours très couru, 370 spectacles dans cette manifestation parallèle. Avignon, véritable marché du théâtre, parfois miroir aux alouettes pour les comédiens. Reportage Dominique Poncet, Jean-Jacques Ledeuil. Lorsqu'en 1947, il eut le culot de monter Richard II dans la cour d'honneur du Palais des Papes, Jean Vilar ne se doutait sûrement pas qu'en quelques années, chaque mois de juillet, Avignon deviendrait la capitale européenne du spectacle vivant. Et pourtant, cette année encore, ce sont près de 500 spectacles qui y sont proposés. C'est la société qui s'exprime et qui dit son attachement au spectacle vivant et qui mandate, qui missionne les créateurs pour dire à Avignon, le lieu théâtral par excellence, que la France attend et a besoin de spectacles vivants. Près d'un demi-millier de spectacles en tout genre sont donc joués ici dans tous les coins de cette cité des papes, dont 370 dans le cadre du Off. Ce festival anarchique et tentaculaire qui s'est greffé aux très officiels et très organisés IN. Quand on joue dans le Off, c'est la jungle. Les 2000 comédiens qui y participent le savent bien, qui rivalisent d'astuces visuelles et sonores pour accrocher l'amateur. Bien qu'au bout du compte, cela ne serve pas à grand-chose. C'est beaucoup le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on demande régulièrement à des gens ce qu'ils ont aimé, et c'est vrai que c'est un bon critère. Essayer de jouer le mieux possible et qu'on espère que ça se dise de bouche à oreille. Il me semble que c'est ça, quoi. C'est faire le mieux possible son métier.
Oui, c'est vrai, il était là, mon trésor adoré, mais je ne le connaissais pas encore. Alors après, il a fallu que je choisisse... C'est une mine de créateurs de tous genres, aussi bien au niveau des lumières, de l'écriture théâtrale et des comédiens. On sait bien qu'à la fin du mois, quand les projecteurs s'éteindront, certains auront tout perdu, argent, temps et illusions. Mais on sait bien aussi qu'ils reviendront quand même l'année prochaine tenter l'aventure. Avignon, l'Eldorado du saltimbanque. Et puis cette mauvaise nouvelle dans le milieu de la culture, je vous le rappelle, Serge Reggiani a été victime cet après-midi d'un malaise cardiaque. Il est actuellement hospitalisé à Saint-Cloud. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques petites secondes, la météo complète de Michel Touré. Votre prochain rendez-vous avec l'information Soir 3, 23h10, présenté par Richard Tripot. Je vous retrouve avec plaisir demain dès 19h. Au revoir.